À qui appartient la Lune? Dans un futur lointain, alors que l'exploration spatiale avait atteint des sommets inimaginables, une astrophysicienne nommée Dr. Sophia était en mission à la recherche de ressources minérales rares dans une région lointaine de notre galaxie. Alors qu'elle examinait les données collectées par son vaisseau, un signal inattendu provenant d'un astéroïde attira son attention. Ce signal énigmatique semblait être une transmission programmée depuis des millénaires, un message destiné à être découvert par des explorateurs interstellaires. Dr. Sophia, intriguée par cette anomalie, dirigea son vaisseau vers l'astéroïde. Là, elle découvrit un phénomène extraordinaire, un hologramme apparaissant devant elle, semblant prétendre être le gardien de cet astéroïde. La voix de l'hologramme déclara qu'elle était le fruit d'une ancienne civilisation, une race extraterrestre avancée qui avait jadis colonisé cet astéroïde. Ils avaient installé une technologie de pointe pour protéger cet espace et en faire un sanctuaire scientifique pour les espèces avancées capables de le découvrir. Dr. Sophia, fascinée par cette découverte, commença à étudier l'astéroïde. Elle y trouva des indices sur les progrès technologiques et scientifiques de cette civilisation disparue. En explorant les structures, les artefacts et les inscriptions, elle découvrit des connaissances avancées sur les voyages interstellaires et de nouvelles formes de propulsion spatiale. Émue par cette découverte, Dr. Sophia décida de partager ses connaissances avec le reste de l'humanité. Elle comprenait l'immense valeur de ces informations pour l'avenir de la science et de l'exploration spatiale. Elle espérait que cela inspirerait les générations futures à explorer l'univers et à rechercher de nouvelles avancées pour l'humanité. Vous l'aurez compris, mon histoire met en lumière l'importance de la recherche spatiale et nous rappelle que l'exploration de l'espace recèle des secrets et des découvertes extraordinaires qui pourraient façonner notre avenir en tant qu'espèce. Il se raconte que des personnes revendiquent et prétendent posséder des planètes, mais est-ce vraiment vrai? Y a-t-il quelqu'un qui peut posséder un terrain dans l'espace? La vérité est que si vous creusez un peu, vous découvrirez qu'il existe vraiment un certain nombre d'individus et d'organisations qui proposent des terrains à vendre sur Mars ou Vénus par exemple pour une somme modique en échange d'un contrat prouvant la propriété de l'acheteur. Dit comme ça, pourquoi pas investir dès maintenant? Selon la loi, la position acheteur-vendeur est saine et que toute personne a le droit de posséder un espace conformément à ce que stipulent les lois et les traités. Après tout, pourquoi vouloir acheter en France alors que la communauté internationale peut élargir vos horizons et vous proposer un meilleur endroit sur Vénus? Je me demande quelle est la position des grandes puissances sur cette question. Et est-il possible qu'un différend surgira-t-il un jour sur la propriété des corps célestes et l'imposition d'un contrôle sur ceux-ci et sur l'espace? Et est-il possible qu'un différend surgira-t-il un jour sur la propriété des corps célestes et l'imposition d'un contrôle sur ceux-ci et sur l'espace? Tout ce qui vous est demandé maintenant, c'est de vous abonner et d'activer la cloche pour que cette vidéo arrive à toute personne curieuse d'apprendre des nouvelles choses. Bienvenue sur Quick Starter, cette vidéo répond à l'une des questions les plus intéressantes. Nous y répondrons à la question, à qui appartient la Lune? Avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche et de partager vos commentaires avec nous. L'espace a toujours été une zone aux frontières floues en termes de juridiction. L'exploration spatiale a ouvert un nouveau chapitre dans l'histoire de l'humanité, suscitant des questions complexes sur la souveraineté et la régulation des activités spatiales. Dès que l'humanité a franchi les limites de la Terre pour explorer l'espace, les pays du monde ont commencé à établir des accords et des lois pour régir l'exploration, l'utilisation et l'exploitation des ressources de l'espace. Les premières étapes de l'exploration spatiale ont rapidement conduit à des débats sur la propriété des corps célestes et des orbites autour de la Terre. Les nations ont rapidement réalisé la nécessité de créer des cadres juridiques pour réglementer les activités spatiales. Cela a abouti à des accords internationaux, comme le traité de l'espace de 1967, qui établit les principes fondamentaux régissant l'exploration et l'utilisation pacifique de l'espace extra-atmosphérique. Cependant, la question de la souveraineté dans l'espace reste ambiguë. Contrairement aux territoires terrestres clairement délimités par des frontières, l'espace est un domaine où les frontières nationales ne s'appliquent pas. Les satellites, stations spatiales et missions d'exploration traversent différentes zones orbitales sans respecter les frontières nationales. Ainsi, la régulation de l'espace exige une coopération internationale.
Les traités et accords internationaux visent à prévenir la militarisation de l'espace, promouvoir la recherche pacifique et réglementer les activités spatiales pour le bien-être de l'humanité. Néanmoins, la nature complexe et évolutive de l'exploration spatiale rend ces accords sujets à des révisions et des ajouts continus pour s'adapter aux progrès technologiques et aux nouveaux défis. Il y a plusieurs comités, organisations et agences internationales qui sont impliquées dans la réglementation, la coordination et la gouvernance des activités spatiales. Par exemple, au niveau des Nations Unies, le Comité des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique, COPUO, est un organe important qui traite des questions liées à l'exploration et à l'utilisation pacifique de l'espace extra-atmosphérique. Il est composé de 95 États membres de l'ONU, et ses sous-comités se consacrent à des domaines spécifiques tels que les applications des satellites, les questions juridiques et les normes techniques. Aujourd'hui, il existe un certain nombre d'universités dans le monde qui proposent des programmes et des diplômes en droit spatial. Et tout cela vous donne une indication claire de l'étendue de l'importance de lois judicieuses pour l'espace et de l'importance du consensus de toutes les parties à leur sujet. En particulier les grandes puissances. Le domaine du droit spatial s'est développé rapidement afin de faire face à la détermination des questions qui se sont posées avec le développement technologique et l'émergence de nouveaux éléments dans la course à l'espace. Comme par exemple l'armement de l'espace, la protection de ses astronautes et les droits de propriété. En revanche, le traité de l'espace de 1967, également connu sous le nom de traité sur les principes régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, ne traite pas directement de la question de la propriété privée des corps célestes tels que les astéroïdes ou les planètes. Ce traité établit des principes fondamentaux de base concernant l'exploration et l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes. Il stipule que l'espace extra-atmosphérique est libre pour l'exploration et l'utilisation de tous les États, et qu'aucun pays ne peut revendiquer la souveraineté sur la Lune ou sur un corps céleste. Cependant, il ne mentionne pas explicitement la question de la propriété privée des ressources spatiales. Ceci a ouvert un débat sur la possibilité de revendication de propriété ou d'exploitation privée des ressources extraterrestres, comme les minéraux sur des astéroïdes. Certains groupes d'étudiants en droit spatial, organisations et entreprises privées cherchent à élaborer des cadres juridiques et réglementaires pour clarifier la question de la propriété privée dans l'espace. Actuellement, il n'y a pas de consensus clair sur la manière de gérer la question de la propriété privée des ressources spatiales. Et cela reste un sujet de débat. C'est à partir de cette brèche ou vide juridictionnel que des groupes d'entreprises et d'individus ont commencé à revendiquer la propriété de planètes ou d'astéroïdes ou de les proposer en vente à des prix commençant à seulement $20. Aussi étrange que cela puisse paraître. Si vous achetez une planète et que vous décidiez d'y aller et y séjourner, aucun individu ou organisation ne peut revendiquer la propriété ou le contrôle de celle-ci, et de vous empêcher de le faire. Il est possible aussi pour un pays ou plusieurs pays d'aider un individu ou une organisation à devenir propriétaire d'un corps céleste. Ce qui signifie que les pays finiront par utiliser cette question à leur avantage et qu'ils ne reviendront à aucun texte. Car selon la loi précédemment citée, ils commettront aucune violation. Il est possible aussi que les prochaines générations verront les Américains dire que les États-Unis ont le droit de posséder ces biens. Et cela parce qu'ils sont le premier pays à mettre le pied dessus et qu'ils ont également hissé le drapeau américain dans cet espace. Même s'il existe des théories et des doutes persistants, notamment à l'idée selon laquelle que les images et vidéos de l'atterrissage lunaire auraient été réalisées dans des studios de cinéma et que les astronautes n'auraient jamais effectivement marché sur la Lune. Si la question aboutissait à un différend sur le contrôle individuel, alors il ne serait probablement pas résolu que par des guerres et des conflits sanglants. Une guerre mondiale sera alors une guerre pour armer l'espace afin de le contrôler. Si vous trouvez que cela est exagéré, n'oubliez pas que la plupart des guerres avaient pour but de contrôler des territoires et de l'occuper par la force, comme l'exemple du conflit actuel au Proche-Orient. Loin de nous, il faut garder à l'esprit que nous parlons d'un espace extrêmement riche en ressources, notamment en ce qui concerne l'exploitation minière des astéroïdes, tels que l'astéroïde Eros 433, sur lequel la sonde Near-Shoemaker, Near-Earth 3 Rendezvous, Shoemaker, lancée par la NASA en 1996, et qui nous explique contenir du platine équivalent à des quantités astronomiques. Pensez-vous que la prochaine guerre mondiale pourrait être une guerre visant à imposer le contrôle de l'espace ou non? Pour finir cette vidéo, la Lune et d'autres corps célestes ne peuvent pas être revendiqués par des États-nations comme territoire national.
Le traité de 1967 stipule que la Lune est un patrimoine commun de l'humanité. Ce qui signifie qu'elle est considérée comme un bien partagé par toute l'humanité et ne peut être réclamée par un seul pays ou entité. Cette réglementation vise en principe à garantir que la Lune et d'autres corps célestes restent des zones d'exploration et de recherche accessibles à toute l'humanité sans revendication territoriale spécifique. J'espère que vous avez bien noté le mot « en principe ». Car le premier but de l'ONU est, en principe, le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Or à la création de cette vidéo j'assiste à l'impuissance des Nations Unies face au génocide du peuple palestinien. Ainsi, nous espérons avoir apporté des éléments de réponse à notre question du jour. À qui appartient la Lune? Comme d'habitude, parlez-nous dans les commentaires. Surtout n'hésitez pas, c'est un espace ouvert à tout le monde. Avant de quitter cette vidéo, pour ceux qui découvrent cette chaîne pour la première fois, n'oubliez pas, aimez, partagez et activez la cloche pour recevoir nos vidéos en premier.